bon dimanche. Cette édition de Face à l'actu va grandement être consacrée à la vie du Social-Démocratique Front, comme vous le savez, qui est à la croisée des chemins à quelques semaines seulement du 10e congrès national, congrès particulier parce que électif, congrès au lendemain du départ du chairman Nidjon Frondi, dont on sait que les obsèques se sont déroulées il y a quelques mois déjà. Et entre-temps, il y a eu un EC qui s'est donc déroulé pour jeter les bases de ce qui est la préparation de ce congrès-là, mais également de voir exactement la vie du parti. Mais Face à l'actu, c'est également sous l'aune de l'invité, l'analyse et le commentaire de quelques faits d'actualité, tels que vécus par la rédaction de STV. Nous avons cette journée des droits humains dont les associations au corps de défense des droits ont évoqué et fait le cas du Cameroun qui continue d'inquiéter. Il y a les OTS, OTA et syndicats des enseignants qui réclament davantage et toujours leur dû auprès du gouvernement. La concertation entre le ministre de l'administration territoriale et des mototaximens. Bref, un ensemble de sujets comme ça qu'on évoquera tout au long de cette émission en 90 minutes avec le président national du SDIF, Joshua aussi. Bonsoir, honorable. Bonsoir, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent ce soir et j'espère qu'ils vont passer un bon moment avec nous. Si je dis un retour au devant de la scène médiatique, je me trompe ? Non, pas du tout. J'ai été absent tout ce temps-ci. Vous savez, il faut savoir laisser la place à d'autres, premièrement. Et puis, deuxièmement, quand on n'a pas grand-chose à dire, ça ne sert à rien de venir occuper le temps des téléspectateurs. Et puis, il faut aussi comprendre qu'on peut aussi être occupé à d'autres choses et donc ne pas pouvoir trouver le temps nécessaire pour être à votre émission. Votre émission se passe un dimanche soir, alors très souvent je ne suis pas à Douala et je pense qu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, aujourd'hui je suis à Douala et donc je suis là. Que diriez-vous à ceux-là qui ont pensé que c'est la danse actualité au sein du SDF qui a, j'ai failli dire, bousculé votre disponibilité, qui vous a rendu moins au devant de la scène au regard de ce qui se passait à l'intérieur du parti? Écoutez, vous savez, la place qui est la mienne dans le parti m'oblige à avoir un devoir de réserve et donc de ne pas être devant des médias, pour commencer. Et deuxièmement, j'aimerais dire qu'on avait une conférence régionale élective hier à Douala. Et on avait une autre aujourd'hui à Bafoussa, à Baham, celle de l'Ouest qui était la dernière. Et donc, au vu du fait qu'on a plus ou moins complété la réorganisation à la base et que maintenant nous allons droit vers le Congrès, je peux me permettre d'être devant vous et peut-être avoir un lapsus qui ne serait plus révélateur puisque les élections sont derrière nous. Voilà. D'accord. J'ai au sujet de prendre peut-être le premier reportage de l'émission, comme il est de coutume. Et puis derrière, on revient donc parler dans un premier temps de la vie du SDF dans sa globalité au 1er octobre 2023. Parlons donc... date symbolique pour les absolument, absolument. Parlons de ces droits humains. On va faire le point de la conférence donnée par le REDAC. C'était à Douala cette semaine. OTS, voilà. On fait donc le point des revendications des syndicats des enseignants. Le gouvernement a également fait une communication, mais commençons déjà par ce que les enseignants en pensent. 4e semaine de classe et aussi 4e semaine de grève des enseignants, initiée par les mouvements On a trop supporté, On a trop attendu et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Bon, la grève, c'est l'opération Crémo. En français simple, ça veut tout simplement dire que les enseignants doivent être présents à l'établissement, ils doivent aller en salle de classe, entretenir les enfants, ressortir sans dispenser les cours, et ressortir pour retrouver leurs collègues, soit dans la cour ou dans les salles de repos pour les établissements qui en ont, et faire des photos avec des pancartes, soit ou les formats A4, et ayant inscrit leurs revendications sur ces papiers-là. Les mouvements qui ont commencé le 4 septembre dernier, jour de rentrée scolaire, auraient, dit des organisateurs, gagné les établissements scolaires des zones rurales et même urbaines. Il y en a encore les gens des promotions 2021, sortis des écoles qui attendent leur salaire de 2022, aussi ne sont pas entièrement pris en charge.
Et quand on les pensionne, il y a des disparités au niveau de ces salaires-là. Donc, les choses, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et je vais encore dire qu'il y a des gens qui sont encore en train d'accumuler des avancements. Donc, on est en train de parler des anciens avancements. Il y a d'autres avancements qui sont en train de venir s'ajouter dessus. Donc, le saupoudrage qu'on est en train de faire là, on est en train de prendre encore d'imposer une dette aux enseignants pour essayer de résoudre la première dette. Joint au téléphone, le président du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique reconnaît que son secrétaire national à la communication est invité à une concertation au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En rappel, les grévistes revendiquent entre autres la signature et l'application du statut spécial, l'automatisation des actes de carrière et leurs effets financiers, le paiement de toute la dette due aux enseignants et le déplafonnement indiciaire de ces derniers. Joshua aussi, lorsque nous avons reçu la dernière fois dans ce studio, nous en parlions déjà de cette situation des enseignants. Avez-vous le sentiment quand même qu'il y a un minimum d'évolution dans le traitement de ces derniers? Pour vous, jusque-là, qu'est-ce qui coince? Quelles sont les limites du gouvernement dans cette opération? Écoutez, déjà, ça prouve la désorganisation gouvernementale, le manque de cohérence dans nos politiques publiques. Et des fois même, j'ose pas croire que c'est vrai, mais je pense que des fois, ça arrange peut-être un peu le gouvernement que les séparatistes ambazoniens bloquent l'école du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ça leur fait déjà 2 régions en moins avec ce problème-là, parce qu'il ne faut pas oublier que les enseignants de ces 2 régions ont exactement les mêmes problèmes que les 8 autres. Donc ça serait encore beaucoup plus fort si l'école était effectivement accessible dans ces 2 régions-là, aux enseignants et aux enfants. Mais je pense que quand on asphyxie l'éducation, une nation sans école, c'est une nation en ruine. Et je pense qu'il n'y a pas plus urgent ou plus important que de résoudre ce problème-là. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'étais ici, il s'agit d'une dette. Il s'agit de personnel de l'État qui n'a pas payé, qui n'a pas eu ses avancements, qui n'a pas été, pour une partie, qui n'ont pas été intégrés, etc. Il s'agit de personnes qui devraient être pour la plupart d'entre eux, qui devraient être comptabilisées, et donc cet argent devrait être quelque part. Comme je vous l'ai dit, il n'est jamais arrivé. Au contraire, c'est le contraire qui arrive très souvent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le ministre des Finances ou le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation secondaire, etc., qui viennent, ou le ministre de la fonction publique, qui nous disent, au fait, il y a trop de personnel et on va purger le fichier de l'État, donc on va améliorer nos chiffres. Ça veut dire qu'au fait, le total de la solde de l'État est supérieur au nombre de personnes qui sont censées être payées. Mais là, ceux qui sont censés être payés nous disent qu'ils ne sont pas payés. Donc il y a quand même un problème fondamental. Et pour moi, si vous me demandez, cette incohérence, ce dysfonctionnement-là qui doit être corrigé, c'est pas normal que des gens travaillent pendant 5-10 ans sans recevoir leur solde. C'est pas normal que les gens qui ont la charge de l'éducation de nos enfants, il s'agit de ça, ne mangent pas. Vous voyez la catastrophe dans laquelle nous sommes. Et je pense qu'il faut aller même au-delà de la régularisation de tous ces gens. Il faut un véritable plan Marshall. On a pu faire des choses extraordinaires pour la CAN au Cameroun. On devrait être capable de faire des choses tout aussi extraordinaires pour sauver l'école au Cameroun, sauver l'école à l'extrême nord, sauver l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi sauver l'école dans les 7 autres régions où les enseignants sont en grève. Parce que aujourd'hui, les parents sont aux abois, les enfants sont aux abois, et je pense que la qualité même de notre vivre ensemble est attaquée. Parce que très souvent, on pense que le vivre ensemble, c'est entre tribus. Non, ça, c'est pas véritablement le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi entre classes sociales. Et l'école publique est là pour donner des ascenseurs sociaux à nos enfants. Et si cette école publique ne fonctionne plus, on a un grave problème. Ça veut dire que pendant que les enseignants sont en grève et les classes sociales et les moins nantis
n'arrivent, en fait, les enfants issus de cette classe sociale-là n'arrivent pas à aller à l'école parce que les enseignants sont en grève et ils ont raison d'être en grève et je les soutiens dans cette grève. Les enfants des riches continuent à aller à l'école et on ne fait que creuser l'écart. Et ça, c'est intolérable et ça doit être corrigé. Vous, en responsabilité, que feriez-vous? Quelle réponse pourriez-vous apporter à ces revendications des enseignants? Je pense qu'un problème aussi grave ne devrait pas être traité par des responsables à la base, par des ministres. C'est un problème national qui devrait être... Nous avons un président national, il devrait s'occuper de ça. Et je pense que s'il s'occupait de ça, comme il s'est occupé de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que les choses progresseraient. À chaque fois qu'on a eu un balbutiement avec cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vu le monde entier courir chez lui et les choses se passaient. Aujourd'hui, nous avons des millions et des millions d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis 4 semaines et absolument rien ne se passe. Donc je pense que la première des choses, c'est de reconnaître qu'il y a un problème, de prendre ce problème à corps bas et puis surtout de trouver des solutions, pas seulement sur qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut étaler sur quelques mois. Non, on a la capacité en tant que pays. Avec un PIB de 27 000 milliards, on a la capacité en tant que pays de résoudre ce problème en une semaine, si on veut. On a résolu d'autres problèmes moins importants que cela, avec beaucoup plus d'argent que cela, et le Cameroun n'a pas toussé. Donc je pense qu'en dehors de notre budget, on peut s'asseoir à l'Assemblée nationale, on peut avoir un collectif budgétaire pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver l'argent nécessaire pour régler ce problème une fois pour toutes, mais il faudrait aussi que les responsabilités soient mises sur la table, parce qu'il est, et je l'ai dit la dernière fois, dans le budget de l'État et dans la loi de règlement des dernières années, je ne me souviens pas avoir vu une seule ligne où des créances de ces enseignants étaient cantonnées. Ça veut dire qu'au fait, l'argent de ces enseignants, malheureusement c'est ça la réalité, a été utilisé pour acheter des grosses cylindrées et peut-être du champagne. Et maintenant on a un problème parce qu'il n'y a plus d'argent et ils réclament leur argent. C'est intolérable, c'est inacceptable et je pense que ça doit être réglé. Parlons donc du SIF. En une question d'abord, quel est l'état du SIF au moment où on parle ce soir? Si on vous demandait de résumer la vie de votre parti de l'intérieur, vous direz c'est un patient qui rentre... ou alors qui sort tout doucement d'une fièvre passagère, c'est un malade qui a besoin de son congrès pour se remettre sur les pieds, ou du moins c'est un robuste monsieur qui envisage sereinement les batailles politiques futures. Écoutez, c'est tout ça et peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie politique d'un parti, politique, il y a des hauts et des bas, il y a des changements, des mutations, il y a, comment dirais-je, nous passons un moment relativement difficile et une transition relativement compliquée parce que un des pères fondateurs et président national de ce parti, le Tchamani John Frondi, nous a quittés. Au moment, bon, il n'y a jamais un bon moment pour quitter le monde, et paix à son âme, mais à un moment où on avait besoin de lui. Et donc, je pense que les militantes et les militants se sont remobilisés et j'ai eu beaucoup plaisir de voir comment, quand on a repris les réorganisations des structures, quel enthousiasme ça avait. Et puis, comme vous l'avez vous-même suivi, on a clôturé aujourd'hui avec l'Ouest à Baham. Je pense que partout, il y a eu une concurrence saine. On avait oublié qu'on était une véritable école de démocratie pour le Cameroun et j'ose croire qu'on ira avec ce même esprit au Congrès pour clôturer toute cette réorganisation du parti au sommet. Donc voilà, il ne faut pas oublier que nous avons été affectés par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui fait que, comme le Conseil constitutionnel l'a si bien dit, il n'y a pas eu d'élection dans ces deux régions en 2020. Malheureusement, dans la comptabilité des poids des partis politiques, les gens intentionnellement ou par ignorance ne prennent pas en compte le fait que même la Cour constitutionnelle nous a donné raison et que on ne peut pas être taxé d'avoir tout perdu quand il n'y a pas eu d'élection, mais néanmoins, il fallait un moment pour aussi remobiliser
tous ceux victimes de cette immense injustice, les candidats qu'on avait dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était pas chose facile, ça a pris du temps, et je pense qu'on est en bonne voie. Vous avez vous-même vu, il y a une semaine, l'engouement populaire de la conférence régionale dans le Nord-Ouest. J'étais moi-même étonné de voir que tout ce monde soit sorti, et je pense qu'on avait déjà donné le ton lors des obsèques de notre président national, notamment à Bamenda Ababa, avec toute cette liesse populaire-là. Donc nous sommes sur le bon chemin vers, je dirais, un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus soudé que celui qu'on a aujourd'hui. Vous savez, il y a cette particularité en Afrique et au Cameroun, c'est que les gens, et c'est quelque chose je suis arrivé à la conclusion que c'est quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gérer des désaccords. Et quand deux ne s'accordent pas, tout de suite, il faut démissionner avec fracas, il faut claquer la porte, il faut une scission, Quand vous voyez sur les 300 partis politiques aujourd'hui au Cameroun, 280 sont nés de cette façon-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a essayé de mettre beaucoup d'énergie pour ne pas avancer ou pour ne pas créer des désaccords, la façon dont, et donc ça nous a coûté politiquement très très cher, parce qu'il fallait à tout prix, les gens menaçaient de partir, donc il fallait encadrer les égos des uns et des autres, et je pense qu'aujourd'hui on a appris que c'est la nature même des gens de chez nous, en Afrique et au Cameroun. Vous savez, ça s'est passé avec Compaoré et Sankara, ça s'est passé avec Lumumba, Mobutu, ça s'est passé avec Paul Biya et Ahidjo. Donc, si ça se passe avec tout ce monde, ça se passe aussi dans le SDF. Donc, il faut savoir raison garder et avancer et rester droit dans ses bottes. Et je pense que c'est le nouveau départ que nous avons. C'est-à-dire que nous voulons travailler pour les Camerounais. Nous arrêtons d'encadrer les égos surdimensionnés des uns et des autres. Et quitte à avoir une machine politique un peu moins lourde qu'on l'avait avant, mais une machine politique à la vitesse grand V. Voilà. Justement, on a pu observer cette saignée de cadres. Comment vous, le militant politique de longue date, d'abord en politique, mais également militant de SDF, celui qui est un peu considéré comme l'héritier du Tcherman, donc qui a suivi de très près son parcours durant ces 15-20 dernières années, sur le plan personnel, comment vous le viviez? Ces camarades qui longtemps se sont donnés pour le parti, qui ont permis que le parti engrange des voix populaires, des mairies, le suffrage au niveau de l'Assemblée, d'autres, et aujourd'hui qui sont en désaccord au point de n'en être plus d'être militants. Écoutez, c'est ce que je disais tantôt. Je vais juste arriver au bout peut-être de cette logique-là, c'est-à-dire le cancer de la trahison est profond en Afrique et il est très profond surtout dans le monde politique. Et je pense que la première qualité d'un homme politique, c'est la loyauté. C'est la loyauté pas envers une personne, mais envers sa famille politique. Et si vous êtes en désaccord à tel point que vous pensez que pour votre bien-être moral ou autre, vous devez vous retirer, mais retirez-vous sans essayer à tout prix de casser la branche sur laquelle vous étiez assis avant. Parce qu'il y en a d'autres qui sont encore. Donc quand vous essayez de faire ça, vous n'êtes plus un homme politique. Et vous êtes gangréné par le cancer de la trahison. Je l'ai dit tantôt, si vous regardez la vie politique africaine, ce n'est fait que de ça. Donc aujourd'hui, nous avons pris acte que les trahisons se suivent, il faut rester serein, il faut rester droit dans ses bottes et avancer. Si on passe son temps à essayer d'éviter ces trahisons-là, on ne va pas avancer. Et je pense que c'est cela. Et il est d'ailleurs très amusant que ce sont ceux qui trahissent qui se plaignent. Et ceux qui restent dans le navire, qui essayent de continuer. Donc c'est le paradoxe de la situation, mais je ne veux pas en faire
tout un débat ce soir avec vous, parce que, voyez-vous, on avance, voyez-vous, il y a de l'engouement dans nos conférences, voyez-vous, il y a des gens qui pensent toujours à la social-démocratie, qui pensent toujours que l'avenir de ce pays est fédéral, etc. Nous portons un projet, nous ne portons pas des hommes. Et nous portons ce projet pour que ce pays se porte mieux pour tous ses enfants, y compris ceux qui nous ont trahis hier. D'accord. Justement, les observateurs ont le sentiment qu'il y a eu ce reprofilage idéologique. Un SDF qu'on a connu très combatif à sa naissance, au début des années 90, 92. D'ailleurs, le 26 mai, on sait que le SDF a bravé toutes les interdictions pour faire face à la répression, comme vous le dites là-bas. On a vu le SDF très engagé dans les villes mortes. On a vu le SDF très engagé contre la modification de la Constitution. Mais on a le sentiment aujourd'hui que ce n'est plus forcément ce SDF qui parle haut, qui tourne fort. Est-ce qu'il y a eu un rétropédalage ou un changement, un repositionnement sur le plan de la conception idéologique, sur le plan du mécanisme du combat de votre parti? Il n'y a eu ni rétropédalage, ni changement de paradigme, loin de là. Nous avançons. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Je pense qu'il n'y a rien qu'on fait aujourd'hui qu'on n'a pas dit hier. Et nous sommes cohérents. Vous savez, en 90, on était dans un contexte, en 92 dans un autre, en 96, 97 encore dans un autre, en 2004, 2008, 2009, un tout autre contexte. Et aujourd'hui, nous sommes dans celui-là. Et je pense que la vraie radicalité, messieurs les députés, la vraie radicalité en politique, c'est l'engagement. Et l'engagement, ça ne veut pas dire brûler les pneus pendant 30 ans. L'engagement, ça veut dire pouvoir faire avancer les droits des citoyens là où on peut, quand on peut, sans aucune concession maladroite, je vais l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le parti qui fait avancer le plus les droits des citoyens ou le bien-être des citoyens par rapport à demain, c'est le parti qui est le plus dans la rue. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire non plus que le parti qui se prête pas aux manifestations de rue est celui qui fait le plus avancer. Mais vous avez un cadre, vous avez une logique, d'autres ont peut-être d'autres logiques, et puis on avance. Le fait d'avoir pris la rue en 90 nous a donné STV aujourd'hui. Le fait peut-être de la tripartite nous a donné la Constitution de 96, qui est loin d'être bonne, mais c'était déjà mieux qu'en 95. Et le fait de pouvoir discuter avec les partis pris, avec les partis, les acteurs dans le processus électoral, y compris d'autres partis de l'opposition, a pu nous faire passer du Minat à Elecam 2 où nous sommes aujourd'hui, pour faire un raccourci. Donc vous comprenez, il y a plusieurs façons de se battre, il y a plusieurs façons d'avancer, mais l'important c'est d'avancer. L'important c'est que le projet politique du parti avance et est implémenté. Des fois ça prend, il y a des partis qui arrivent au pouvoir au bout de 30 jours, il y a d'autres partis comme l'ANC en Afrique du Sud qui a eu besoin d'un siècle, ou le Parti socialiste français un tout petit peu moins. Je n'aimerais pas que le SDF fasse un siècle pour arriver au pouvoir. Je suis convaincu qu'on est aux portes du pouvoir, et pour rentrer dans cette porte, il nous faut la bonne clé. Et peut-être pour avoir cette bonne clé, il ne suffit pas de brûler la maison, mais plutôt de fouiller pour la trouver et l'utiliser. Voilà. Donc c'est juste, ce n'est pas un changement de paradigme. Nous sommes cohérents, nous sommes sociodémocrates, nous sommes fédéralistes, nous sommes pour la dévolution des pouvoirs, le pouvoir au peuple. Nous pensons que le Cameroun est mal géré. Nous le disons chaque fois que nous avons l'occasion. Nous pensons que nous avons des meilleures solutions pour ce pays, et nous pensons que en 2023, tout comme c'était le cas depuis plus ou moins 2010 jusqu'à maintenant, nous proposons des choses aux Camerounais. Nous avons un rôle éducatif aussi. Nous proposons des programmes politiques aux Camerounais. Nous proposons des alternances aux Camerounais. Et le fait que nous proposons ces alternances-là ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec ceux qui sont là. Mais chanter tous les jours que Bian Mosgo ne donne pas du pain sur la table des Camerounaises et des Camerounais. C'est ça le problème. Et donc il faut le comprendre. Voilà notre positionnement. Nous sommes un parti de gouvernement. Nous allons gouverner ce pays. Et nous sommes en voie d'arriver à notre but. Et le fait qu'on nous critique, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas qu'on arrive, parce que peut-être on voudrait qu'un autre parti politique arrive avant nous. Justement, certains critiques estiment que vous vous dites que vous êtes aux portes du pouvoir,
d'autres estiment que vous êtes déjà au cœur du pouvoir dans cette forme d'accompagnement du pouvoir public, dans cette forme de... nous n'avons jamais accompagné le pouvoir public, hein, je ne vois pas quand. Le fait d'être dans des mairies n'accompagne pas le pouvoir public, le fait d'être au Parlement encore moins. Vous comprenez? Donc il est peut-être aussi un peu temps que vous preniez vos responsabilités en tant que journaliste pour ne pas relayer une fausse idée. Le fait d'être un parti de gouvernement veut dire que nous sommes prêts à gouverner ce pays. Ça ne veut pas dire que nous faisons partie de ce gouvernement. Au contraire. Au bon contraire, je crois que nous sommes un des rares partis politiques qui avons combattu le RDPC sur toutes les dernières élections, sur toutes, sans exception. Tout simplement parce que nous voulons affirmer que nous sommes contre. Si nous étions purs pour ce parti, on aurait pu utiliser le boycott ou on aurait pu accompagner, mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on ne veut pas laisser la porte ouverte à ce parti-là. Donc nous ne sommes pas avec eux. Nous ne sommes pas avec eux, nous n'avons jamais été avec eux. Et nous avançons de cette façon-là. Maintenant, il est évident que, en tant que parti qui veut gouverner, nous savons parler aux gens. Donc si le fait que je suis à votre émission et que je n'insulte pas mes adversaires veut dire que je fais partie d'eux ou que je suis au sein d'eux, vous vous trompez complètement. On peut être d'accord d'être en désaccord. Et on peut être en désaccord et être courtois. Je vous ai dit tantôt, avant cette question, que le cancer de la trahison en Afrique et au Cameroun vient du fait que les gens ne savent pas être en désaccord. Alors quand on fait un immense travail pour pouvoir savoir être en désaccord, pour trouver des solutions, pour y arriver et proposer ces solutions-là aux Camerounais, vous devrez vous lever et applaudir. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la continuité de ce que l'immense Ni-John Froundi a fait en 92, quand il a refusé de tirer le Cameroun vers une guerre civile pour sacrifier sa victoire électorale, pour que, en sortant de chez lui, en disant qu'il ne va pas gouverner le Cameroun sur le sang des Camerounais. La présence de vos représentants sur nos plateaux de temps en temps, et même la vôtre, est bien la preuve que nous faisons notre travail en tant que médias pour vous laisser relayer votre position. Cela dit, on va repartir à la régie pour cette fois-ci voir cette concertation à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangadi a dû sortir de son bureau pour aller sur le chemin des mototaximens en termes de concertation. Suivez plutôt. Désormais, les conducteurs de mototaxi seront identifiables par la couleur des choisibles. Voici les 7 couleurs pour chacun des 7 arrondissements d'un Froundi officiellement présenté. C'est la résultante d'une concertation entre les autorités administratives et les syndicats des conducteurs de transport pour éradiquer le désordre urbain. Nous voulons avouer ici que notre secteur d'activité reste encore un peu dans l'informel. Et vu le soutien de l'administration, nous voulons sortir de l'informel pour le formel. Alors il est question pour nous, en termes de sécurité, tout mototaximan existant dans le département du Froundi se doit de se faire identifier dans sa commune respective. Aborder obligatoirement le chasuble, c'est une pièce, c'est un outil de travail. Que chacun se fasse identifier. Pour le gouvernement, il est davantage question de réguler ce secteur d'activité dans lequel des fléaux sont légion. Agression, vente de stupéfiants, enlèvement, meurtre, etc. Le ministre de l'administration territoriale a invité les syndicats à prendre des dispositions pour faire identifier tous les conducteurs de mototaxi dans chaque arrondissement. C'est un conducteur de mototaxi responsable. Il a toutes les pièces exigibles. Donc, alors quelqu'un comme ça ne peut pas faire du mal parce qu'il est identifié. Auprès de la mairie, il a les pièces. Donc il a fait ce métier comme son gagne-pain. Donc il est très important que les syndicats travaillent avec les pouvoirs publics pour que tous les citoyens, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans le secteur, qu'ils respectent les obligations contractuelles et les lois de la République. Des campagnes de sensibilisation seront en outre organisées sur le terrain à l'effet d'appeler chaque conducteur à plus de responsabilités et sur la connaissance des lois et règlements qui régissent ce métier. Après les mototaxis, une autre concertation est en perspective, cette fois avec les conducteurs de camions pour évoquer entre autres sujets le paiement de la taxe sur la lettre de voiture au centre de plusieurs mouvements d'humeur dans le pays. Joshua aussi, la question des motos-taxis est-elle incurable?
de plus en plus de jeunes diplômés sortent des écoles, comme dans un effet d'entonnoir pour moins d'emplois, et plusieurs d'entre eux se retournent dans ce qui se paraît peut-être le plus facile, cette activité de mototaxi, et qui fatalement devient également une préoccupation sur le plan sécuritaire. Je reviens à la question simple, le problème est-il incurable? Alors avant de traiter si la réponse, de vous donner la réponse à votre question si le problème est incurable, j'aimerais commencer par le décor que vous avez planté. Déjà, le problème n'est pas celui du fait que les diplômés deviennent mototaximans. Okay. C'est des citoyens camerounais, et d'ailleurs certains étrangers qui deviennent mototaximans. Et ils sont tous, ils doivent tous nous préoccuper, qu'ils soient diplômés ou pas. Deuxièmement, c'est pas parce que c'est une issue facile. J'aimerais déjà, c'est très difficile d'être mototaximan. Beaucoup d'insécurité, que ce soit sur la route, que ce soit l'insécurité avec des agressions, des passagers, etc. Et aussi l'incivisme qui est autour de toute cette activité. Et le gouvernement devrait déjà reconnaître que sans les mototaxis, la mobilité urbaine et rurale d'ailleurs serait quasi nulle. Et donc le pays viendrait à l'arrêt. Donc on les traite comme s'ils étaient des parias, comme s'ils occupaient la voie publique pour prendre ce qui est dû aux autres citoyens, alors que c'est un maillon essentiel de la chaîne sociale en ce qui concerne la mobilité urbaine. Je pense que dans une ville comme Douala, au moins 40%, sinon plus, de ceux qui vont au travail utilisent ce moyen-là. Et sans ce moyen, ne pourraient pas survivre avec le salaire qu'ils ont aujourd'hui. Donc il faut, vous voyez, encore une fois, il faut regarder le problème beaucoup. Il faut changer de paradigme. Le gouvernement pense qu'ils sont en train de réguler un secteur qui est dans l'informel, qui doit à tout prix rentrer dans le formel parce que ce sont tous des agresseurs. Non. Au grand non. Sans ces mototaxis, le Cameroun se noyerait demain matin. Et donc, il faut plutôt leur donner des médailles, les encourager. J'aurais cru que le ministre allait sortir et nous dire le gouvernement a décidé au vu de la bravoure, de votre bravoure, au vu du travail que vous faites, vous abattez, vous amenez les mamans au champ, vous amenez les travailleurs au travail, vous amenez vous jouez le rôle des ambulances, vous jouez même le rôle de morguier, etc. dans cette ville. D'ailleurs, même sapeurs-pompiers, l'autre jour à Bamenda, quand la mairie a pris feu, on devrait vous donner une prime spéciale. On donne des primes spéciales dans ce pays pour moins que ça, pour bien moins que ça. On donne des primes spéciales pour des matchs de football, on donne des primes spéciales aux journalistes et aux journaux qu'on ne voit même pas apparaître. Et là où les primes devraient aller pour les gens qui font respirer le pays, ça ne marche pas. Et j'aimerais juste dire, mes propos sont loin d'être populistes. C'est que quand vous avez quelque chose qui marche, comme celui-là, il faudrait le structurer. Et le structurer, c'est utiliser le bâton et la carotte, pas que le bâton. Et c'est cette carotte que je n'ai pas vue. Et donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait un gouvernement dans ce pays, parce que quand nous serons au pouvoir, on traitera la situation bien différemment. Quand nous serons au pouvoir, nous reconnaissons que la mobilité urbaine est un grand problème qu'il faut gérer. Nous avons les moyens de le gérer dans ce pays. Nous avons les moyens de trouver des voies de sortie du trop-plein de mototaxis qu'il y aura, parce qu'une fois qu'il y aura des bus et d'autres voies de transit urbain, forcément, il y aura moins de demandes pour les mototaxis, mais il faudra les recycler à autre chose, les pousser vers autre chose. Nous trouverons les moyens pour cela, parce que on va regarder, on aura une approche holistique, on aura une approche transversale, on essaiera de mettre sur pied on va mettre sur pied des politiques publiques cohérentes qui feront en sorte qu'on ne va pas pousser 800 000 jeunes à avoir des diplômes, des licences en droit, alors que nous savons très bien que le marché camerounais ne peut que
absorber peut-être 10 000, 20 000 jeunes chaque année. Donc voilà le genre de cohérence dans les politiques publiques qu'il faut apporter. Donc quand vous allez juste sur l'apex du problème, quand vous allez juste sur ce qui est visible, la partie visible du problème, et vous oubliez tout ce qui est derrière, vous ne réglez pas le problème. Parce que si tous ces gens-là ont tous leurs papiers aujourd'hui, avant la fin du mois d'octobre, il y aura 10 000 de plus qui n'auront pas. Avant décembre, il y aura 30 000 de plus, etc. Donc il faut trouver des voies et moyens. Il faut une économie qui donne du travail aux Camerounaises et aux Camerounais. Il faut, vous savez, on dit qu'on est, par exemple, une incohérence dans nos politiques publiques. On chante partout qu'on est un pays essentiellement agricole, alors que 51,8% de notre PIB, d'après les chiffres de 2022, disent que le PIB est généré par les services. Donc, formons les jeunes aussi vers là, etc. Donc, je veux dire, je saute un peu du coq à l'âne, mais il est important de comprendre que les problèmes, comme le ministre Atangadji pense, ne sont pas là-bas. Les problèmes sont des problèmes de cohérence de politique publique, les problèmes sont transversaux, et tant qu'on ne les attaque pas, et vous savez pourquoi on ne peut pas les attaquer de cette façon? Mais parce que celui qui est habilité à le faire est dans un mutisme total. C'est le président de la République, c'est son rôle. C'est son rôle de dérouler des politiques transversales qui peuvent attaquer tous les secteurs et puis tout le monde va courir dans son coin. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque ministre croit avoir trouvé une solution, une boule magique pour ses problèmes, sans savoir qu'au fait, quand on essaye de régler ce problème ici, on en crée un autre là-bas. Vous voyez, je vous prends l'exemple, un exemple, ça va prendre 2 minutes, mais si vous me le permettez. Un exemple, vous décidez de construire un stade en important du béton. OK ? Quand vous prenez cette décision, tout ce que vous avez dans votre tête, il faut un stade prêt pour que Paul Biya puisse inaugurer le match d'ouverture de la CAN. On importe du béton. Entre-temps, on a fait ouvrir 7 usines à béton au Cameroun en leur disant « vous pourrez vendre du béton pour les stades ». Donc maintenant, les usines ne peuvent pas vendre, donc ne recrutent pas des Camerounais. Mais pire encore, vous transportez ce béton fini. C'est-à-dire que des pièces en béton qui sont plus lourds que le poids autorisé sur notre axe lourd, vous transportez du port de Douala à Olembe. Résultat des courses, vous abîmez toutes les buses qui sont sur le chemin, vous détériorez la route, vous abîmez le port tout entier. Bon, le port a pu se régénérer d'une façon avec ses ressources propres, mais les buses se sont toutes cassées les unes après les autres. On a dû dépenser des milliards, je crois même plus que le montant du stade pour réparer les buses. Et on a eu le drame des ECA qui aurait pu être évité s'il y avait une cohérence des politiques publiques. Si quelqu'un aurait dit, écoutez, ce stade, vous ne pouvez pas le faire avec du béton importé parce que nous n'avons pas de route pour transporter ces pièces. Parce que ces pièces sont trop lourdes pour notre axe. Jusqu'aujourd'hui, nous souffrons des trous que cela a laissé. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Vous faites un port à Kribi sans penser qu'il faut exporter, en fait, qu'il faut acheminer les conteneurs pleins de Kribi jusqu'à Idéa au moins. Et vous utilisez une route de tourisme qui a été faite pour des véhicules légers, où il y a aujourd'hui des milliers de camions dessus par jour. Résultat des courses, une route 105 km qu'on faisait en 1h30 avant. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant avec tous les trous. Donc c'est ça les cohérences des politiques publiques. Et il faut bien comprendre que chaque fois qu'un ministre avance seul, le pays a un problème. Parce que tous les autres sont restés derrière. Et tant que le chef d'orchestre ne sort pas de son trou, on continue à avoir un problème. Alors, parlons du SDF d'aujourd'hui et de l'avenir. J'ai dit la marche vers le 10e congrès. Quelle est la vision que vous, Joshua aussi, aujourd'hui, vous avez de ce parti-là? Comment vous envisagez je ne peux pas avoir une vision de mon propre parti. Je veux dire, je ne peux pas avoir une vision pour le parti, mais pas de mon propre parti. Je veux dire, voilà. Bon, disons-le comme ça, la vision que vous avez pour le parti. Ouais. Dans les 4-5 prochaines années, nous sommes à quelques mois, si tout est respecté, à moins de 24 mois des élections multiplex, si je peux le dire comme ça. Le SDF de demain, pour vous, c'est quoi? Écoutez, je crois qu'on a, la chance d'avoir un immense legs, okay. Et on a la chance d'avoir des équipes qui ont compris que sauvegarder ce legs, c'est très important. Donc ça veut dire qu'on a une fondation assez solide pour faire des très belles choses après le congrès. Donc je pense qu'il faut aller au congrès. Il faut que les adhérents choisissent librement
leur nouvelle équipe, avec ou sans moi, leur nouvelle équipe, et que cette nouvelle équipe utilise ce regain de dynamisme, ce nouveau départ pour écrire des très très belles livres pour la social-démocratie dans notre pays et pour toutes nos idées. Et je pense que il y a très peu de partis politiques qui ont la chance d'avoir autant d'atouts étant dans les starting blocks et surtout, je dirais, sur un point de vue du calendrier officiel, nous avons les délais nécessaires pour y arriver. Donc moi je suis très optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Comme je l'ai dit dernièrement, on n'a plus de vacances à prendre, on n'a plus de week-end à prendre. Il faut vraiment tourner chaque pierre pour arriver à construire cet édifice. Vous savez, l'Africain est profondément social-démocrate, le Camerounais encore plus. Le fédéralisme, c'est ce qui fédère ou c'est ce qui peut unir notre diversité, aussi complexe qu'elle soit. Donc nous avons tous ces atouts-là. Nous devons pouvoir les vendre correctement, nous devons pouvoir les présenter à nos électeurs de demain correctement et nous devons surtout donner un espace beaucoup plus important à notre leadership. Quand je parle du leadership, je ne parle pas du comité exécutif national, je parle du leadership au niveau de la cellule, au niveau des communes, etc., dans nos circonscriptions électorales, pour les laisser, c'est quoi, se réunir. Nous disons que plus de pouvoir au peuple, mais nous avons très souvent... nous sommes très souvent passés à côté parce que nous avons donné plus de place au comité exécutif national qu'on nous donne à nos circonscriptions électorales. Et moi, j'aimerais voir, par exemple, M. Dipita inviter une brave dame comme notre présidente Dombanga, etc., ici, plutôt que de toujours inviter ceux qui sont déjà au Parlement, etc. Alors, cela dit, aujourd'hui, le SDF, le point de repère, c'est quoi ? Vous avez donné les raisons, l'absence de vos électeurs ou d'élections dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest qui vous ont coupé. Le point de repère, le point de référence, c'est l'élection présidentielle de 2018. Pour l'avenir, c'est on remobilise pour faire mieux, ou sinon, le conflit n'est pas terminé. À l'extrême nord, peut-être qu'on pourrait également avoir des difficultés sur le plan électoral. Quels sont les points fondateurs? Le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas terminé, mais on l'a mieux compris que c'était en 2020. D'accord. Ou en 2018. En 2018, on n'avait pas du tout compris. Okay. En 2020, on a cru qu'on avait compris, mais on n'avait rien compris. D'accord. Et aujourd'hui, on a compris. Et donc pour nous, aujourd'hui, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est plus un véritable handicap politique en termes d'élection. C'est un grand handicap par rapport au quotidien de nos citoyens de ces deux régions. C'est un immense problème à résoudre. Il y a la marginalisation qui a créé ce problème existe toujours jusqu'aujourd'hui et il faut combattre cette marginalisation-là. Nous pensons que au pouvoir, nous avons beaucoup plus de chances de corriger cette injustice et cette marginalisation que dans la rue et encore moins si on prenait des armes. Donc on est convaincus que même les populations comprennent qu'ils étaient en des bien meilleures mains avec une opposition qui faisait changer les choses au Parlement et dans les communes, plutôt qu'avec des gens qui ont pris des armes et qui n'apportent malheureusement que souffrance et désolation. Donc je pense qu'on a évolué et nous ne sommes pas dans la logique de se cartonner quelque part sur un sommier et de dire que voilà, notre sommier, c'est à partir d'ici qu'on avance. Vous savez, les contextes sont différents. Le contexte, comme vous l'avez vous-même dit et je l'ai aussi dit, 2018, 2020, 2011, 2004, 92, le contexte est complètement différent que celui qu'on aura en 2025. En 2025, on aura un président qui aura un siècle à la fin de son mandat. Ça donne un autre contexte. En 2025, on aura un parti État, un parti qui est contrôlé par l'administration, qui sera peut-être plus aussi bien contrôlé par cette administration-là parce que
Vous savez, en fin de règne, les choses se passent un peu différemment que pendant le règne. Quand vous ne pouvez plus redistribuer de la même façon que vous l'avez fait pendant 30 ans, vous avez des petits problèmes. Donc, je pense qu'il y a tout ce contexte à prendre en compte qui fait en sorte que nous sommes conscients de ces challenges, nous sommes conscients de tout le travail qui reste à faire devant nous, mais nous sommes aussi conscients d'un tout autre contexte, c'est que les électeurs de 2025 ne seront pas les mêmes de 92, encore moins ceux de 2004 ou à l'inverse. Et donc, il faut pouvoir aller vers ces électeurs-là avec un message qu'ils comprennent. Et faut aller vers ces électeurs aussi avec un projet politique qui est le leur, c'est-à-dire qui peut les aider à avoir une meilleure vie pour eux et leurs enfants demain. C'est ce que nous voulons. Et donc, c'est tout cela qui nous rend optimistes parce que nous travaillons à cela. Nous travaillons jour et nuit pour y arriver. Là, maintenant, on a été occupé pour cette réorganisation. Une fois venu le 28 octobre, on aura tout ça derrière nous et on pourra sereinement avancer dans ce combat politique pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Alors, pour sortir définitivement du SIF et parler d'autres éléments d'actualité. C'est dommage. Vous en avez encore à dire. Vous donnez un plateau en or, je ne peux pas le refuser. Alors, les préparatifs de l'organisation du congrès, concrètement, où en êtes-vous? Comment ça va se passer? Avant peut-être d'évoquer les candidatures. Écoutez, les préparatifs vont bon train. On a plusieurs réunions cette semaine à Yaoundé. Vous savez, on a été sévèrement perturbé lors du décès de notre président national, Feni John Sprundi, paix à son âme. Et donc on a décidé, avant ses obsèques, de se donner un peu de temps. Vous savez, la remobilisation est souvent complexe et difficile, donc c'est un des challenges que nous avons. Mais je me réjouis de voir que la mobilisation dans le nord-ouest, l'ouest et le littoral ont été exceptionnelles pour les conférences régionales. Et donc je pense que c'est le même esprit qui va nous porter vers ce congrès-là. J'espère qu'on aura un congrès qui donnera une fondation solide pour tout ce qu'on veut faire entre le 28 octobre et 2025 que vous avez annoncé. Vous êtes candidat, vous avez des adversaires, des camarades qui également... Écoutez, il n'y a pas encore il y a des gens qui ont candidaté, j'ai candidaté. Les candidats seront connus le week-end prochain. À l'issue du processus de validation. Bien sûr. Vous êtes serein? Je suis serein parce que ce que je fais, je le fais d'abord pour mon pays, ensuite pour mon parti. Et quand vous partez sur ces bases-là, vous ne pouvez qu'être serein. Maintenant, il y a des choses que vous préférez, d'autres un peu moins. Et une fois que la campagne sera ouverte, vous pourrez expliquer si vous avez un projet ou si vous soutenez un candidat, le projet de ce candidat-là, de ces camarades-là. Parce que vous savez, c'est une élection individuelle, donc vous pouvez être candidat à un poste et soutenir d'autres candidats à d'autres postes, etc. Donc ça rend tout ça très animé et très excitant. Et les moments de campagne électorale, c'est des moments que j'affectionne particulièrement parce que ça donne un tout autre contact avec les camarades. Ça vous fait sortir de vos zones de confort et donc voilà. Donc j'ose croire qu'on aura une très belle campagne pour tous les candidats et qu'on aura un très beau congrès. J'ose espérer que ce congrès mettra des bases solides pour une équipe gagnante dès le 30 octobre. Et j'ose aussi espérer que ce qui se passera à Yaoundé le 27-28 octobre sera le début d'un nouveau Cameroun. Début d'un nouveau Cameroun, peut-être début également d'une nouvelle image. On sait qu'évidemment, c'est logique. L'image du regretté chairman est confondue à celle du SIF, de tout ce qu'il a pu faire pour ce parti, pour le Cameroun. Alors, le lendemain du congrès, c'est un SIF nouveau look, c'est un SIF un peu détaché de cette image, même si le SIF conservera la mémoire. C'est un SIF qui voudrait faire différent.
SDF que vous voyez au-delà du 10e congrès? Alors, déjà, j'aimerais dire, je l'ai dit tantôt, l'héritage que nous avons dans Fene John Frondi est une grande partie de ce legs, est plutôt un atout, c'est plutôt un acquis qu'on doit transformer en avantage. Loin de moi et loin de mes camarades l'idée de mettre ça de côté. Non, on doit le mettre devant. Et vous savez, nous avons au moins la particularité de pouvoir dire, contrairement à d'autres formations politiques ou à d'autres camarades qui nous ont quittés avant, qu'il n'y a pas eu de trahison. Donc pourquoi le trahir aujourd'hui et le mettre de côté? Il avait des très grandes idées pour ce pays, il a souvent été incompris, donc il faut le mettre en avant. Ces idées, nous les connaissons. Si nous avons été si loyaux, c'est parce que nous étions convaincus par ces idées, nous étions convaincus par son approche de la politique, et donc il faut qu'il soit une référence pour nous et qu'on avance avec lui. Donc il n'est pas question de le mettre de côté, mais chaque congrès a donné naissance à un nouveau comité exécutif national qui était un peu différent de celui d'avant. Chaque congrès a apporté des amendements dans les textes fondamentaux du parti qui font en sorte que le fonctionnement était un peu différent après chaque congrès. Donc il est évident, et j'espère que nous progressons et qu'il y aura des petits changements, que ce n'est pas la même équipe qui sera élue, d'ailleurs c'est impossible, certains sont décédés, mais que ce ne soit pas la même équipe qui est du sang neuf, etc. Et donc tout ce changement-là, on le prend et on essaye d'offrir aux Camerounais le meilleur de nous-mêmes dans un nouvel habit à partir du 29 octobre, si je ne me trompe pas. Donc il est important de comprendre que nous avançons. Nous prenons le meilleur de ce que nous avons derrière nous, de notre héritage. John Frondi en fait définitivement partie. Et nous allons proposer un nouveau SDF avec des nouvelles figures, avec du sang frais, sur la base de ce legs-là, pour pouvoir délivrer ce pays de quoi 60 années maintenant d'autocratie. Retour à la régie sous la maestra de Eringando qui réalise ce programme ce soir. Pour parler exceptionnellement, nous revenons sur ce reportage la semaine dernière de Elecam qui a fait le point, un peu plus de 7 millions d'électeurs enregistrés à la fin au 31 août, vous le savez, à la fin de cette séquence d'enrôlement des électeurs. Reportage suivez plutôt. En attendant le toilettage, le fichier national des électeurs au Cameroun est de 7 523 184. Les jeunes y représentent 36% et les femmes 46%, soit une variation de près de 9% comparée à l'année dernière. Ces chiffres intègrent les nouveaux inscrits de l'année 2023, évalués à plus de 368 000. Nous venons par ailleurs, en vertu de l'article 74 alinéa 2 du Code électoral, effectuer une descente sur le terrain dans le but de superviser la clôture des inscriptions sur les listes électorales pour le compte de l'année 2023. Descente soldée par un satisfecit général au regard des statistiques enregistrées par les différentes commissions mixtes de révision des listes électorales. Des statistiques sources de satisfaction à Elections Cameroun et l'ECAM. Ici, on reconnaît que des efforts doivent être encore faits pour les améliorer. Au vu des résultats fort encourageants, il y a lieu d'espérer, à la faveur de nouveaux équipements biométriques en cours de livraison, que nos performances globales seront plus satisfaisantes à l'avenir. Il faut tout de même admettre que les efforts doivent se poursuivre aussi bien par nos équipes opérationnelles que de terrain qu'avec les acteurs locaux du processus électoral, dans le sens d'un ratissage plus large du territoire et d'une intensification des campagnes de sensibilisation et d'éducation électorale de nos concitoyens volontaires à l'effet d'accroître le taux de participation au prochain cycle électoral qui d'ores et déjà arrive à grands pas à l'horizon. La présentation du rapport d'activité de la période de juillet à septembre 2023, la situation de l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2023 et la dotation spéciale, le suivi de la mise en œuvre des résolutions du Conseil électoral sont des points au centre de la 3e session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'année 2023. Les travaux se tiennent à Yaoundé ce 21 septembre 2023. Autre parti politique, vous avez contribué à
la proposition d'un nouveau code pour le système électoral. D'abord, où en êtes-vous avec ces travaux-là? Écoutez, je crois que nous avons bouclé ce travail. Nous avons voulu le présenter au peuple camerounais. Malheureusement, le gouvernement a pensé que ce n'était pas à l'ordre du jour et a interdit notre conférence de presse. Le code a été remis aussi à Elecam, qui l'a fort bien apprécié. Nous savons qu'Elecam n'a aucun pouvoir de changement, mais ce qui est déjà bien, c'est qu'il l'a apprécié. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a beaucoup de corrections à venir. Je crois que c'est ce travail qui a poussé un peu le gouvernement dos au mur et a fait en sorte qu'ils aient demandé à Elecam d'organiser des plateformes de concertation. Des plateformes de concertation qui sont à l'image même de l'idée que se fait ce régime de la démocratie, c'est-à-dire on fait une plateforme de concertation, les acteurs sont en extrême minorité et tous ceux qui causent le problème électoral sont en majorité. Donc voilà. Nous avons fini notre travail, nous avons donné toutes ces propositions-là, en anglais et en français, acquis de droit. Si vous voulez une copie, vous pouvez aussi en avoir une. Je pense qu'on a travaillé sur la présentation électronique de ce travail au peuple camerounais. Et donc le site web sera... Le secrétariat technique de la plateforme va mettre à disposition du grand public un site web dans les tout prochains jours, j'ose espérer avant la session de novembre, pour que les uns et les autres puissent consulter. Et surtout, nous avons voulu que ce soit un travail participatif. Donc ce n'était pas un travail, il faut bien le dire, ce n'était pas un travail de quelques partis politiques. Nous avons consulté, nous avons eu des centaines et des centaines de propositions qui sont venues de la société civile, qui sont venues des individus de toutes parts, qui sont venus d'autres partis politiques qui n'étaient pas invités à la concertation. C'est la synthèse de toutes ces propositions-là qui, en fait, quand je dis synthèse, c'est-à-dire un travail de nettoyage de toutes ces propositions-là qui nous a permis de proposer des solutions aux plus pertinents problèmes que nous avons avec le code électoral. Il faut dire que le problème électoral au Cameroun peut être résolu. En fait, il y a 3 niveaux de résolution. C'est très important de le comprendre. Il y a un niveau qui est chez Elecam, qui n'a pas besoin de la loi. C'est la convocation du corps électoral, par exemple. Ils peuvent dire au président de la République que les bureaux sont ouverts jusqu'à 16h. Ça nous éviterait de faire des décomptes en pleine nuit avec des torches, des bougies et des couteaux. Parce que si à 18h on a déjà eu le décompte, on n'a pas besoin d'Eneo qui est toujours absent. Et donc il y a ces choses-là qui sont du domaine, par exemple, il n'y a aucune partie de la loi qui impose le bulletin multiple. Le bulletin unique, qui est la plus grande demande des forces politiques camerounaises, peut être implémenté sans changer la loi. Et il faut que ce soit clair. Maintenant, il y a des éléments qui ont besoin de la modification du code, et c'est sur ces éléments que nous avons essentiellement travaillé. Et maintenant, il y a d'autres éléments qui ont besoin de la modification de la Constitution, par exemple des élections à 2 tours, etc. Et nous nous sommes dit que c'est déjà si difficile d'obtenir des changements sur des éléments qui n'ont pas besoin qu'on touche à la loi, qu'on ne va pas aller jusqu'à la Constitution. Donnons-leur un nouveau code tel que nous le voyons et ayons cette discussion avec eux, comment améliorer le code sur la base de nos propositions. Et voilà le travail que nous avons fait. Et, je pense que c'était une expérience exceptionnelle avec les autres leaders des autres formations politiques et ce travail est prêt. Si on veut éviter une guerre civile au Cameroun, il faudrait bien à un moment donné s'accorder sur la règle électorale et nous avons fait des propositions qui aux autres maintenant de faire des propositions et de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver les meilleures dispositions dans ce code parce que vous savez, le plus important, la démocratie
ce n'est pas que l'élection. La démocratie, c'est tout ce qui se passe entre deux élections surtout. Et c'est où nous sommes maintenant. Nous avons fait notre travail démocratique de faire cette proposition. Maintenant, nous attendons que les pouvoirs publics se rendent compte qu'il y a un problème. Je pense que s'il y a 340 recours lors d'une élection, ils doivent quand même se dire qu'il y a un problème avec le processus. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recours, ou presque pas. Et donc qu'on puisse s'accorder pour que, au sortir des prochaines élections, que les vaincus puissent féliciter les vainqueurs et que le pays avance et que le Cameroun gagne. Alors, si le gouvernement n'accède pas à ces propositions, quelle démarche? Que faites-vous? Écoutez, nous avons fait ce que nous devons faire. Nous ne l'avons pas fait comme ce n'est pas de la munition pour des actions futures. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons mis sur la table ce que nous pensons être un code électoral acceptable. Maintenant, c'est à eux de nous dire ce qui est acceptable pour eux. Force est de constater qu'avec 340 recours en moyenne par élection, le code a un problème. Donc il faudrait qu'on se parle, il faudrait qu'on arrive à s'entendre et qu'on avance. Mais au moins les Camerounais vont comprendre de quoi il s'agit et quels sont nos problèmes. Vous savez, quand vous allez à une élection et que le seul PV qui fait foi, c'est le PV de celui qui triche, vous avez un problème. Quand vous allez à une élection et que on vous fait monter, descendre pour vous inscrire de façon biométrique, mais qu'au moment de l'élection, la biométrie est absente, vous avez un problème. Et tout ça doit être corrigé. Je me réjouis d'avoir entendu le directeur des élections dire, ou le président du conseil électoral dire, autant pour moi, dire que il a commandé du matériel, mais j'aimerais qu'il commande tout le matériel pour qu'on ait une biométrie complète. Parce que ce que nous avons là, moi je l'appelle la biométrie, c'est pas de la biométrie. D'accord. Alors cela dit, le SDF serait-il confortable à aller aux élections en l'état actuel? Nous avons une résolution de congrès qui dit qu'on va à toutes les élections. D'accord. Qu'on le veuille ou pas. Cette résolution date du congrès, si je ne me trompe pas, de congrès de 99, si je ne me trompe pas. Et donc nous allons aux élections. Vous savez, aller aux élections est un devoir pour un parti politique qui, dans son statut à l'article 3e, stipule clairement que nous accéderons au pouvoir par voie électorale. Donc il faut aller aux élections. Vous savez, même avec un mauvais code électoral, il peut arriver que vous gagnez. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en RDC entre Tshisekedi et la famille politique de Kabila. Il n'est pas dit, c'est-à-dire que vous pouvez tomber dans vos propres pièges. Donc il n'est pas dit que quand le code est mauvais, il faut rester à la maison et laisser l'autocratie continuer. Voilà, il faut aller aux élections, il faut surtout proposer une vision politique du pays autre que celui qui nous amène dans la boue dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut utiliser ce moment pour pouvoir communiquer, proposer des projets de société alternatifs meilleurs. Et il faut surtout aussi ne pas donner carte blanche à une autocratie. C'est-à-dire que ça serait trop facile. On organise des élections. Nous, on ne vient pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la 3e page, le 4e alinéa. C'est trop facile. Donc non, nous, on va aux élections avec les mauvais codes. Et on vous met au travail et on vous fait transpirer. Nous pensons que si le code est acceptable, on aura des résultats qui représenteront un Camerounais, une voix. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces résultats-là. Mais même avec le fait que nous n'avons pas ces résultats-là, nous disons que nous ne devons pas vous laisser, pas de plan, nous ne devons pas vous laisser la voie libre. Et nous devons être dans les institutions parce que nous devons démontrer aujourd'hui, à Bamenda par exemple, nous n'avons que la commune de Bamenda 3e, mais c'est une commune exemplaire. Elle travaille tellement bien que nos adversaires ont dû mettre le feu il y a 3 jours malheureusement sur cette commune-là. Et même de l'avis de tous les interlocuteurs que j'ai eu auprès du gouvernement, ils disent mais c'est incroyable
c'est incroyable la médiocrité des autres communes par rapport à celle-là, parce que c'est visible, ça se voit, vous comprenez. Et c'est la même chose au niveau du Parlement. Vous imaginez ce qui se passerait au Parlement s'il n'y avait pas des voix de l'opposition dans ce Parlement-là, mais ça serait, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentées au Parlement parce qu'on sait que l'opposition y est. Donc il faut que les gens se rendent compte que c'est important de participer, c'est important d'avancer. On ne peut pas tout avoir en un jour, mais avec le peu qu'on a, on peut faire une très grande différence. Et si l'opposition peut gagner à Douala, si l'opposition peut gagner dans le Nyon-Ekele, si l'opposition peut gagner dans le nord-ouest à Kumba, etc., l'opposition peut aussi gagner dans l'extrême nord, à l'est, au sud, partout ailleurs. Justement, dans cette configuration d'un élecam qui ne changerait pas, c'est vous qui dites qu'il ne changerait pas. C'est pour ça que je mets au conditionnel qui ne changerait pas. Je veux dire, c'est vous qui le dites. Je prends une lecture. Si d'aventure ce code ne change pas et qu'on en arrive aux élections de 2025, gardez-vous la même sérénité. Il y a des partis qui disent mobilisation massive des électeurs, inscrivez-vous grandement. Et puis après, venez protéger votre vote pour être plus ou moins certain que le résultat nous serait favorable. Est-ce que vous aurez la même sérénité? Est-ce que vous aurez la même démarche? Écoutez, je pense que vous nous amenez, j'allais failli utiliser un langage que je ne veux pas utiliser, mais je vais le dire autrement. Vous voulez nous amener vers un chemin qui est un chemin de regret. Ok. Vous savez, qu'est-ce qui se passerait on a arrêté les inscriptions sur les listes électorales au 31 août. Il y a des gens qui ne sont pas allés s'inscrire parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit que vous avez mis sur la table. Disons que demain matin, le directeur général de l'ECAM ou le président du conseil électoral dit « Ok, voilà, il y a vacances. Avant la vacance, on change le code électoral, on change même la constitution au mois de novembre, je dis n'importe quoi, hein. On change tout ça et on a le meilleur code électoral du monde, on a les meilleures dispositions constitutionnelles en matière de démocratie au monde et donc on change tout cela et puis subitement, avant le 31 décembre, il y a une vacance et on doit aller à une élection. L'inscription ne s'ouvre pas. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits n'auront que leurs yeux pour pleurer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Il ne faut pas s'inscrire quand la situation est exceptionnelle. Il faut s'inscrire parce qu'on est citoyen camerounais. Et on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc il faut s'inscrire pour être prêt. Et nous, en tant que parti politique, on ne va pas aller dormir à la plage en attendant que les dispositions... C'est un combat de tous les jours. En même temps, on doit mobiliser nos adhérents. En même temps, on doit convaincre nos concitoyens. En même temps, on doit organiser notre structure. On doit se battre pour un meilleur code électoral. C'est multiforme. Donc, on ne peut pas juste dire, écoutez, et encore une fois, la démocratie, ce n'est pas que l'élection. C'est aussi tout ce qu'il y a entre deux. C'est aussi tout ce qu'il y a entre deux. Et donc, tout ce qu'il y a entre deux, c'est maintenant. C'est aussi apporter ce meilleur code, comme je disais. Cela dit, retournons à la régie pour prendre le dernier reportage et on vient de parler d'autres sujets d'actualité avec l'invité de ce soir. Je le rappelle, Joshua Osei est le président national du SDF. Donc, le 10e congrès électif est programmé pour la fin de ce mois d'octobre. On parle de l'ASAC, la société, du moins, cette structure qui regroupe en son sein les assureurs du Cameroun, qui est en assemblée générale. Sous fond d'interrogation, que devienne cette mobilisation financière en termes d'investissement, de financement que ces entreprises-là mobilisent et qui, fatalement, ne profitent pas toujours à l'économie nationale? Monsieur le ministre des Finances. Après 2 années de régression, le marché de l'assurance connaît un bond important au Cameroun. Entre 2021, 2022 et 2023, le chiffre d'affaires dans ce domaine d'activité a augmenté de plus de 10% selon le ministère des Finances. Vous savez, les assureurs font partie de ce qu'on appelle en économie des investisseurs institutionnels. C'est-à-dire ces entreprises-là qui drainent l'épargne. Or, vous savez que nous avons besoin de cette épargne pour investir. Parce que l'investissement ne peut pas être le seul fait de l'État maintenant, mais de tous ceux qui ont cette capacité de pouvoir investir et de pouvoir drainer l'épargne. Mais maintenant, pour que ces entreprises soient capables de drainer
cette épargne. Il faut que ces entreprises vivent bien. Entre 2021 et 2022 et même 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10%, mais les chantiers sont encore, la route est encore longue. Parce que la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est accroître le taux de pénétration des assurances dans notre pays. Dans le cadre du projet de stratégie nationale de développement, la contribution du secteur de l'assurance est non négligeable. Après 2 années on va dire, de stagnation et de faible croissance, entre 2017 et 2020, où le marché de l'assurance a cru de 2% seulement, depuis 2 ans, il y a une réelle reprise. Ce marché a cru en moyenne de 10%. Il fait aujourd'hui 253 milliards de francs CFA. Et dans le cadre du projet de stratégie nationale de développement, la SND 30, secteur financier, donc le secteur des assurances doit contribuer pour 2% du produit intérieur brut. Cela suppose bien sûr que nous nous mobilisions davantage, cela suppose que nous travaillions dur, et cela suppose également que nous puissions faire en sorte qu'un certain nombre de réformes structurelles destinées à faire progresser le marché de l'assurance puissent être mises en place. L'état des lieux du secteur de l'assurance a été présenté ce 27 septembre à Douala. C'était au cours de la cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif de l'Association des assureurs du Cameroun, ASAC. Alors, je crois aussi, il y a ces questions d'actualité générale pour lesquelles on aimerait davantage voir les partis politiques, les élus du peuple, se mobiliser, qui s'est peut-être demandé des comptes au pouvoir public. On a cette affaire Glencore, où il se trouve que les responsables ont été indexés par des juridictions étrangères aux États-Unis, en Angleterre, et l'entreprise, par exemple, même a reconnu un certain nombre d'actes de corruption. Il y a l'exploitation des minerais dont on n'a pas toujours une meilleure visibilité, les minerais de l'Est. Bref, il y a des sujets d'ampleur comme ça pour lesquels on aimerait voir les partis s'engager davantage, je le redis, pour demander des comptes au pouvoir public. Vous... Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est, comment dirais-je, un couloir dans lequel le SDF excelle depuis 1997, depuis qu'on est entré au Parlement. Et je pense que la toute première dénonciation de l'affaire Glencore est venue du SDF. Il y a bien une différence entre vouloir faire du populisme en mettant une affaire au devant de la scène nationale et internationale et avoir l'efficacité nécessaire pour arriver jusqu'au but recherché. Vous savez, quand vous êtes un parti politique ou toute autre organisation ou même un individu, et qui est une affaire aussi importante que celle-là, mais que la dénonciation prend une voie tout autre, c'est-à-dire que la dénonciation, c'est plutôt de mettre à l'avant celui qui dénonce plutôt que les faits rapportés et peut-être les suspects. Vous savez, c'est 2 choses complètement différentes. Et nous ne sommes pas du tout bons dans ce couloir-là. Nous ne pensons pas qu'il est de notre sort d'aller chanter que nous avons fait tomber le ministre des Transports, que nous avons fait tomber le ministre des PTT, que nous avons fait tomber tous ces gens-là. Ce n'est pas ça la politique. Ils sont tombés, mais ils font partie d'une bande organisée, un gouvernement. Okay ? Et ce que nous voulons, c'est que le Cameroun ait un meilleur gouvernement. Et pour y arriver, la voie est tout autre que celle-là. Comprenez, la dénonciation de Glencore a été faite par des tribunaux anglais et américains, pas par des Camerounais. Nous avons récupéré l'information et nous avons fait ce que nous avons dû faire au niveau du Parlement camerounais. Et ça a été fait. Okay ? Le fait que nous sommes en progrès ne veut pas dire que nous devons tenir une conférence de presse tous les vendredis ou aller sur les plateaux de télévision tous les 2 mois pour faire comprendre aux gens que nous existons toujours. Nous avons un problème fondamental avec le gouvernement camerounais. Et l'affaire Glencore n'est qu'une affaire de 1000 autres. Okay ? Et je dois même aller plus loin. Si dans
la hiérarchie des affaires qui affectent la vie des Camerounais, on met Glencore tout en haut, c'est qu'on n'a pas compris les problèmes des Camerounais. En tant que parti social-démocrate, nous avons des problèmes éminemment bien plus importants qui nous prennent beaucoup plus d'énergie. Aujourd'hui, nous savons que le problème de Glencore est logé à la SNH. Nous avons les preuves que le problème de Glencore est logé à la SNH. Le président directeur général et le directeur général de Glencore est nommé par le président de la République. De la SNH. De la SNH. OK? Par décret. Et donc, vous voyez où le problème est. Je n'accuse personne, mais vous voyez où le problème est. Et le problème est tout différent d'un problème, que ce soit dans ma structure ou dans la vôtre, où vous pouvez, au bout de dénonciation, en sortir. Il y a un problème. Si des gens peuvent vendre le pétrole camerounais ou acheter du pétrole au-delà de son prix du marché ou vendre en dessous du prix du marché, et que tous les systèmes qui nous coûtent des milliards, c'est-à-dire que l'information financière, les douanes, le ministère des Finances, bien sûr avec les douanes et les impôts, l'entreprise elle-même, la SNH, la Sonara, et tous ces filets n'arrivent pas à stopper cela parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe dans une chambre d'hôtel à l'étranger. C'est au vu et au su de tout le monde. On voit bien le pétrole soit entrer, soit sortir. On voit très bien à quel prix on le paye ou on l'achète, etc. Donc si tout ça se passe et que tout le monde applaudit et qu'en fin de compte, on vient nous dire que la SNH est la plus grosse société camerounaise, elle est citoyenne, elle renfloue les caisses de l'État, etc. et tout le monde applaudit, vous voyez où le problème est. Il est beaucoup plus profond que celui-là. Donc Glencore n'est qu'un exemple pour dire que il y a des détournements à grande échelle au cœur même du pouvoir. Et c'est pour cela qu'il est important de traiter ce problème de cette façon-là. Si on veut utiliser le problème de Glencore pour régler des comptes avec des individus, moi je dis, on a eu des problèmes. La première dénonciation qu'on avait, c'était le ministère des PTT. Okay? Le ministre a été débarqué, mis en prison, il est même décédé, paix à son âme. Est-ce que ça résout le problème? Vous comprenez? Beaucoup d'autres cas sont suivis. On a mis tous les 2-3 ans, il y a une série de responsables qui sont jetés en prison, mais on a l'impression que dès que ça se passe, ceux qui viennent après sont même pires que les premiers qui sont partis. Donc le problème, il est systémique. Et donc il faut aller le traiter là-bas. Donc un individu en partie qui court dans les rues avec un drapeau sur un seul de ces problèmes-là, il fait du populisme. Si vous voulez vraiment travailler, apporter des solutions pour assainir les finances publiques de ce pays. Et ces solutions, nous les proposons en même temps que nous dénonçons. Et nous utilisons ces dénonciations comme exemple même des raisons pour lesquelles ces finances publiques doivent être nettoyées complètement et que des systèmes doivent être mis en place qui se respectent. C'est quand même incroyable qu'un pays qui a 330 000 fonctionnaires ne peut pas vous dire, il y a 330 000 employés. Dans le monde, c'est des entreprises moyennes. Les grandes entreprises, c'est des millions d'employés. Il n'y a pas un seul employé qui manque son salaire le 25. Mais vous n'avez que 330 000 employés. Vous avez une des plus grosses armadas de fonctionnaires à Yaoundé qui existe dans un pays. Mais ils n'arrivent pas à avoir une corrélation entre les ressources humaines et la solde. Vous avez des situations où les pauvretés sont des mois et des années sans salaire. Vous comprenez? Voilà, c'est des problèmes systémiques qu'il faut aller attaquer à la racine. Et c'est bien d'inculper les responsables, c'est bien de les punir, mais c'est encore mieux de trouver là où le problème est, parce que je suis presque certain que les problèmes de Glencore, en fait, les problèmes que Glencore a relevés, étant des problèmes qu'ils ont eu, en fait, des cas de corruption qui sont, d'après eux, avérés à la SNH et le tribunal, c'est des matières jugées, donc c'est des cas réels. Ce sont des cas qui sont, je crois qu'il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire que les 9 dernières années, ça continuait. Et c'est ça le véritable problème, il faut arrêter cette saignée. Et vous savez,
si vous avez un gouvernement qui veut véritablement travailler, on n'aurait même pas ce débat. On n'aurait pas ce débat du moment où un coupable plaide coupable dans un tribunal et dit devant le monde entier que j'ai donné cet argent à Dipita et voilà la preuve qu'il a reçu l'argent. Et Dipita a pignon sur rue dans notre pays et tout le monde est au courant et personne ne fait rien. C'est que vous comprenez à un moment donné que peut-être Dipita n'était que le messager, il n'était que le porteur de sac. Peut-être ce sac allait ailleurs. Et c'est pour ça que personne n'en parle. Comprenez? Donc, nous avons fait notre rôle en tant que parti politique, en tant que député. Nous avons joué notre rôle, notre partition. Nous continuons à le faire. Nous faisons un très grand travail au niveau de l'assainissement de nos finances publiques, c'est-à-dire pour proposer des lois et des amendements même dans la loi de finances, etc., pour que ça s'améliore. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose dont on voit les résultats du jour au lendemain. Quand il faut dénoncer, nous dénonçons, mais nous n'allons jamais aller sur un podium et taper notre poitrine et dire tel est en prison parce que nous avons fait ce travail. C'est notre rôle, nous avons une obligation de faire ce travail. Et nous sommes en politique pour cela. Dernière question, ou du moins dernier sujet ce soir qu'on va aborder. On aurait pu le faire sous le prisme de la distraction, puisqu'on parle de football, mais davantage de ces questions au niveau du TAS, des juridictions locales. Le football dont on a l'impression qu'on en parle moins sur les stades et plus dans les arcanes de l'administration. Alors c'est quoi la question ? Moi, je veux votre regard. Je sais que vous êtes un ancien. Vous connaissez un peu pour avoir été membre des structures du football camerounais. Quelle est la problématique de fond ? Non, la problématique de fond, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La problématique de fond, c'est que le football camerounais devrait être une grande industrie. Il y a même une étude qui a été commandée par la Banque africaine de développement, si je ne me trompe pas, où il démontrait que l'art, la culture et le sport peuvent représenter 5% du PIB d'un pays comme le Cameroun. Ça serait énorme. Le football devrait donner du travail au Cameroun aujourd'hui à presque 100 000 jeunes. Ce n'est pas le cas. Le problème fondamental du football, c'est le peu de moyens, je vais le dire ainsi. Et donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le football par passion et par amour pour ce sport. Et malheureusement, ce sport est parti d'un statut amateur complet. Les belles années de l'Orix, du Canon de Yaoundé, du Tonnerre, de l'Union, etc., à un statut semi-professionnel et à l'obligation de migrer vers du professionnalisme pur. On devrait le faire depuis 2009 d'après la FIFA, on ne traîne le pas. Ils sont même très tolérants. Vous avez vu que parce que certaines équipes n'ont pas eu la licence de club, on n'a pas pu participer à certains tournois internationaux. Donc c'est un immense bond en avant. Et vous savez, quand tous ces changements-là arrivent, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à suivre, pour diverses raisons. Et vous voyez que les grands clubs mythiques, pour la plupart d'entre eux, n'arrivent pas à suivre. Bon, le Canon a fait une mue, et d'ailleurs je les félicite, et grâce à cette mue, ils existent à nouveau, mais d'autres ont encore de la peine à y arriver, parce qu'on passe d'un statut amateur à un statut professionnel. Et bon, quand vous avez, la dernière fois qu'on a fait le décompte, vous avez des milliers de clubs qui forment la fédération, et donc vous avez 950 qui sont dans une situation, il faut le dire, moi-même je suis président de club, même mon club est dans une situation de précarité. Le fait qu'il y ait un peu d'argent au sommet fait en sorte que tout le monde tape dessus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Et je pense que si tous ces clubs-là avaient les moyens, vous savez, dans un vrai championnat, le président de la fédération est inconnu des footballeurs ni des présidents de clubs. C'est le président, il est comme un doyen d'église. Voilà, c'est pas quelqu'un qui, vous levez pas quand il passe. C'est comme ça que ça se passe dans les grands championnats. Vous demandez tous ces championnats que nous suivons les week-ends en Europe, vous demandez à ces joueurs, mais tiens, qui est
président de la Ligue ou qui est président de la fédération, très peu savent, comprenez. Donc, mais c'est parce qu'en fait, on trouve tout auprès du club. Et puis, pour aller dans la même logique, dans ces grands championnats, et même des championnats qui se respectent, comme au Nigeria, ce sont les clubs qui donnent l'argent à la fédération, et pas l'inverse. La Ligue a 10 fois plus d'argent que la Fédé et finance la Fédé. La Ligue est une entreprise, les clubs sont des entreprises et c'est une partie de la dîme ou des impôts ou des participations de ces clubs, de cette Ligue qui finance la fédération. Mais quand vous êtes dans un système inversé, ça ne peut pas marcher. Quand c'est la fédération qui doit financer les clubs de foot parce que nous sommes malheureusement dans cet état où nous avons une passion débordante pour le football, mais nous ne mettons pas nos mains dans les poches. Il y a trop peu de gens qui mettent leurs mains dans la poche. Ça crée ce résultat-là. Et donc, j'aime à le dire, c'est pour cela que ça dure, c'est pour cela qu'année après année, on a les mêmes problèmes. Ces problèmes viennent du fait que les acteurs s'occupent très souvent des choses qui ne devraient pas et ne s'occupent pas des choses dont ils devraient s'occuper. Voilà comment je peux l'expliquer. Je suis moi-même un des acteurs. Je suis président de club, je suis membre de la FECAFOOT depuis 99. J'avais une licence avant. Et donc, je connais à peu près la maison. Mais voilà, si on impulse, si on décide en tant que pays de dire que le football doit se transformer en véritable industrie, et qu'on met les moyens à la disposition, on a bien mis des centaines de milliards à la disposition de la filière bois, qui est aujourd'hui à 7% du PIB. Donc on peut mettre des centaines de milliards aussi dans le sport, pas dans le football seulement, en espérant que demain, que ça contribue à hauteur de 3-4% du PIB, etc. Idem pour la chanson. Vous avez vu, le gouvernement nigérian a reconnu que les arts et la culture pourraient être un levier pour le pays. Ils contribuent aujourd'hui à hauteur de 4,9% du PIB. J'étais en Amérique latine l'autre jour, à l'hôtel, au bar de l'hôtel, il n'y avait que de la musique nigériane. Vous allez dans le monde entier, vous allumez votre télé, il y a des feuilletons nigérians, il y a des films nigériens, etc. C'est une volonté politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il faut une alternance. Il faut que d'autres personnes viennent au pouvoir qui ont cette vision-là. Et tant que M. Biya et son gouvernement seront au pouvoir, il y aura des problèmes à la FECAFOOT. J'en veux pour preuve tous les présidents de la FECAFOOT, les uns après les autres, sans exception, sont immédiatement emprisonnés dans ce qu'ils appellent le comité central du RDPC. Et on a vu ce qu'ils sont en train de faire avec toute la pression qu'ils mettent sur le pauvre Samuel dernièrement. Donc vraiment, il faut sortir de là. Il faut mettre de l'argent dans le football si on veut que ce soit une industrie. Nous ne pouvons pas gagner la Coupe du Monde au niveau où nous sommes. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les meilleurs joueurs, c'est parce que 100% de nos joueurs viennent de l'étranger, parce que nous ne nous donnons pas les moyens ici pour faire éclore nos talents. Merci infiniment, Joshua, aussi de vous être arrêté ce soir pour partager votre vision du Cameroun, donner les informations qui concernent votre parti et puis l'actualité nationale. Merci beaucoup et je souhaite une très belle soirée à tous les téléspectateurs de STV. Merci encore. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Nous étions avec le président national du SIF. Le parti va tenir dans son congrès à la fin du mois d'octobre, le 28 octobre. 27-28 octobre 2023, Yaoundé au Palais des Congrès. On va suivre cela pour vous. Palais des Sports. Palais des Sports. On va suivre cela pour vous, évidemment, pour vous en rendre compte. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.